L'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'association Watuna Venezuela et compagnie, avec sa présidente Anne Mendes et son secrétaire Charles Roll. Alors bonjour, pouvez-vous nous dire depuis combien de temps cette association existe à Montpellier? Bonjour, notre association est enregistrée à Montpellier depuis l'année 2016. Alors vous l'avez fondée parce que vous étiez particulièrement intéressé par le Venezuela ou parce que vous-même vous en êtes originaire? Oui, la réponse est simple, parce que nous sommes vénézuéliens, tout à fait. Et on avait l'intérêt de partager, de faire des échanges avec les Français, avec les Latino-Américains, ici dans la ville de Montpellier. Alors vous êtes venu à Montpellier à ce moment-là? Et moi, j'ai ici 4 ans. Lui, là, il a... Moi, j'habite à Montpellier depuis 20 ans. Ah, depuis 20 ans, en effet. Oui, je suis en Europe depuis 15. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette association et quels sont ses buts? Vous avez dit pour faire oui, des événements. Avoir des contacts avec... Essentiellement, on organise des événements et pour transmettre notre culture, nos traditions et en même temps collecter des fonds pour envoyer 2 médicaments au Venezuela. On travaille avec la fondation La Pastillita, la petite pilule en français. C'est une pharmacie qui donne des médicaments gratuitement à ceux qui ont besoin. Aussi, je pense qu'il faudrait également dire que le nom Watuna vient d'une expression des peuples originaires du Venezuela, du sud du Venezuela. Et il y a eu un anthropologue scientifique français, Marc Desivrieux. Voilà, qui a écrit, qui a dévoilé au monde toutes ces traditions, toutes ces cultures. Et également, nous rendons hommage à cet grand nombre français qui est parti si loin, même qui est mort là-bas. Comment s'appelait-il? Marc Desivrieux. Marc Desivrieux, oui. Il a un livre très connu qui s'appelle Watuna aussi, qui a été un best-seller. Qui explique, c'est le mythe de création des Yecuanas, des peuples originaires du sud du Venezuela. Donc, pour faire connaître toutes ces traditions, vous avez suivi la trace de ce chercheur. Effectivement. Alors, pourquoi le titre dit Watuna Venezuela et compagnie? Et compagnon, c'est parce qu'on n'est pas... C'est compagnon ou compagnon? Compagnon. Parce qu'on parle aussi de l'Amérique latine. C'est nos compagnons. En fait, chaque fois qu'on fait des événements, on a toujours des bénévoles d'autres pays de l'Amérique latine. Ah oui, ce n'est pas seulement pour le Venezuela que vous agissez alors? Non, on compte bien que à la base, moi je suis franco-vénézuélien et on compte beaucoup avec toute l'histoire et la tradition des peuples de nos voisins. Par exemple, on a des aides assez importantes des Colombiens qui habitent Montpellier, des Chiliens, des gens du Guatemala, du Mexique, des Chiliens, Argentine, Pérou. C'est un moment de communion où toutes ces personnes nous aident à promouvoir des traditions, que ce soit dans le domaine de la nourriture, même de la création, de toutes sortes. Donc, on ne partage pas seulement la langue, il y a beaucoup de choses qui nous unifient. Et j'aime bien dire que ma patrie, la petite patrie que j'ai, c'est Venezuela, mais la patrie grande que j'ai, c'est l'Amérique latine. Alors, vous avez déjà organisé des manifestations? Oui. Allez-y. Oui, par exemple, ça fait
3 ans qu'on a organisé, c'est ce qu'on appelle le concours. C'est un concours 4 ans, mais corrige Anna Maria, c'est pour ça qu'elle est présidente, le concours de la meilleure hallaca de Montpellier. Il faut dire aux gens qui nous écoutent que l'hallaca, c'est un plat traditionnel du Venezuela. À la base, c'est une pâte faite à partir de la farine de maïs et qui est garnie avec la viande, avec du poulet, tout ça. Donc, on le fait. Bien des légumes. Et il est enveloppé dans une feuille de bananier, des bananes plantains. Et après, on met des filets et on fait cuire ça. Et donc, c'est une tradition. Et on fait un concours parce qu'au Venezuela, on a la tradition, même il y a une expression qui dit, parce que dans tous les pays, tout le monde, à l'époque, la période de Noël, font ce type de hallaca. Et tout le monde dit, la meilleure hallaca, c'est celle de ma mère. Parce qu'on défend ça. Donc, on a voulu créer ces concours-là pour inciter les gens à garder ces traditions même qui se trouvent loin du pays et faire un événement. Donc, chacun fait une sorte de la respecter, la faire à sa façon et on fait un concours, on parle du pays, c'est une manière de nous rejoindre et en même temps, dans cette occasion-là, on peut réunir des fonds qui nous permettent de faire des actions, comme on évoqué Anna Maria, pour aider le Venezuela à travers une ONG. Donc ça, c'est 4 ans qu'on fait ce type d'action. Et aussi nos enfants, tous ceux qui sont nés ici en France, parmi ces événements, ils puissent connaître nos traditions. Voilà, alors ça se passe à quel moment de l'année, ce concours? Alors, ça se passe le mois de décembre et jusqu'au présent, on l'a organisé dans un pub qui s'appelle le Jungle. L'avenue de Palavas. À l'avenue de Palavas. Et à l'occasion, comptez sur nous, on va vous dire, communiquer, mais normalement, c'est le mois de décembre. Donc, voilà, donc on en reparlera en son temps, bien sûr. Alors, vous avez apporté de la musique, de quoi s'agit-il? Alors, il s'agit d'un groupe, un quartet vénézuélien, très talentueux. C'est des personnes qui ont eu une formation académique. Et là, on vous propose de vous faire partager avec vous 2 morceaux. Un qui s'appelle El Diablo Suelto, le diable libéré. Et plus tard, on va écouter un autre morceau d'un compositeur assez connu qui s'appelle Simon Díaz, qui s'appelle Caballo Viejo, c'est des mélodies très jolies. Donc, on en reparlera donc tout à l'heure, mais d'abord écoutons le premier morceau de... El Diablo Suelto del Cuarteto.
Alors, nous venons d'écouter cette musique très traditionnelle Tout à fait. et classique en même temps. Et classique, parce qu'on voit bien que c'est des musiciens très bien formés, avec une maîtrise totale, et qui jouent avec des instruments traditionnels, le quarto, et le quattro, qui c'est une guitare, mais également, vous voyez la flûte, et ces musiques qui nous font voyager. Les maracas. La maracas aussi, Oui. donc voilà. Alors, vous êtes tous les deux originaires du Venezuela. Et en ce moment, la situation du pays est très inquiétante. Est-ce que vous avez des nouvelles de vos proches? Oui, effectivement, on a tous les deux, la famille, des amis là-bas, et on suit de très près, c'est ce qui arrive. On espère que bientôt, on pourra faire évoluer politiquement les pays pour qu'il y ait plus de liberté, démocratie et surtout accès, laisser l'accès à des médicaments et des traitements pour les personnes qui sont en risque de mort. On estime pratiquement 300 000 personnes dont ils ont besoin de ces traitements-là, sinon il y a un risque de mort. Donc, voilà. Comment sont organisés les soins au Venezuela? Alors, les soins sont organisés, c'est un système qui est contrôlé par l'État, des hôpitaux. Mais je pense que vous le savez, sinon il faut le dire, c'est que le pays a une crise économique assez grave, une crise morale et politique, avec beaucoup de corruption. Donc, on a des témoignages des ONG, des infirmiers et des médecins qui exercent là-bas, et ils n'ont pas les revenus, les moyens pour acheter des médicaments, pour que les hôpitaux soient équipés. Donc, il y a plein de personnes qui ont besoin de traitements, et ils n'arrivent pas. Et donc, il y a une négation de la part de M. Maduro pour dire que tout va bien dans ces pays. Mais nous, on a des témoignages assez précis qui disent le contraire. Donc, c'est pour ça que ça s'est organisé pour pouvoir que ces médicaments faire un corridor humanitaire pour que ces médicaments prioritaires arrivent à ces personnes. Alors, vous avez déjà fait des envois de médicaments. Comment cela se passe-t-il? Bon, justement, on parlait avec les événements qu'on organise, on arrive à récolter des fonds. Ensuite, on va, avec Anna Maria et d'autres amis, on va à Barcelone, parce qu'à Barcelone, bon, vous savez, les liens assez étroits qui existent entre les deux pays, avec l'Espagne et le Venezuela, on arrive à avoir des sociétés qui arrivent à faire un envoi de ces médicaments. Et sur place, il y a une ONG qui s'appelle La Pastillita, qui assure la réception de ces médicaments, également une correcte distribution. Et aussi, en Espagne, les pharmacies sont solidarisées avec la crise, la situation du Venezuela, et ils nous donnent des médicaments, même sans prescription, à l'ordonnance. Sans ordonnance, et également avec des prix, avec des réductions qui sont très considérables, parce que là, il ne s'agit pas de faire un business, c'est de pouvoir donner. Et après, les médicaments sont donnés. Effectivement. Oui. Par des personnes qui sont sur place, parce que c'est la manière correcte, quels sont les besoins, et ce soit pour des enfants, des personnes âgées, ils s'occupent à faire une répartition juste et personnalisée de ces médicaments. Est-ce qu'il y a, comme dans beaucoup de pays, des dispensaires en plus des hôpitaux? Oui, ça existe, mais une fois encore, la structure existe sur le papier, et les hôpitaux ont été créés, mais ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens, donc c'est ça le grave. Les dispensaires sont vides. C'est la situation actuelle du Venezuela. Oui, le taux d'inflation, c'est vraiment le plus haut du monde. Très, très multiplié, puisque maintenant on parle de 100 000% en 2018. Oui. C'est vraiment impressionnant, et c'est ce qui explique également la crise migratoire, des millions de Venezuelans qui sont partis chez les pays voisins pour trouver d'autres possibilités et pouvoir aider les gens sur place. À un moment donné, c'était les Colombiens qui venaient au Venezuela, puisque le Venezuela était en plein développement. Et donc, c'est sur ces personnes qui repartent, il doit y en avoir une partie qui sont des Colombiens qui reviennent chez eux. Oui, certainement. C'est la mauvaise gestion la chute de la production de pétrole qui a vraiment entraîné aussi ces calamités,
puisque on produit 2 fois moins qu'il y a 3 ans de pétrole. Et il faut rappeler que ce pétrole est lourd et qu'il est retraité justement aux États-Unis. Une partie, et effectivement, ça nécessite un traitement et une technologie assez lourde pour pouvoir l'extraire, parce que c'est le pays qui a la réserve plus grande du monde, mais pour l'extraire, ça nécessite des traitements importants, et après pour le raffiner, effectivement, c'est des technologies et techniques importantes, et ça s'est fait une partie aux États-Unis. Et justement, il va y avoir, enfin, il y a eu déjà l'annonce de sanctions par les États-Unis qui ont dit qu'ils allaient geler les avoirs qui sont au Venezuela et qui sont aux États-Unis, plus de 7 milliards de dollars. Donc, c'est aussi très préoccupant parce que cet argent manque. Oui, effectivement, je vous l'accorde. De notre côté, faut pas oublier le contexte politique. C'est-à-dire que il y a compte tenu de la manière dont Maduro s'était réélu, beaucoup de pays, dont la France, n'a pas reconnu cette élection parce que les normes n'ont pas été respectées. Et de ce fait, au début de cette année, et c'est des éléments qui sont sur la constitution vénézuélienne, le Parlement, en la figure de Juan Guaidó, qui est leur président, est devenu président intérim, et c'est la raison pour laquelle les Américains ont opté pour cette option qui est dramatique, mais peut-être c'est la seule façon pour que il y a des changements d'évolution politique, effectivement, au Venezuela. Alors, il y a quand même d'autres moyens d'agir, puisque l'Europe a fait en sorte qu'il y ait un groupe de travail pour négocier qui s'est réuni à Montevideo, avec l'Uruguay et le Mexique, plus bien sûr l'Europe avec sa représentante déléguée dans la démarche. Le groupe international de contact a été lancé par Federica Mogherini, en liaison donc avec l'Uruguay, le Mexique. Et il y a également le groupe de Lima. Mais pas seulement, je pense, il y a eu aussi le Costa Rica, l'Équateur, la Bolivie qui font partie de ce groupe de travail qui recherche une issue négociée. Effectivement. Parce que ce qu'il faut craindre, évidemment, c'est que la chose se règle par une guerre et qu'il faudrait l'éviter à tout prix. Oui, effectivement. L'élément, c'est que ces dernières années, il faut rappeler aux gens qui nous suivent que même le Vatican, la personne du pape, a participé pour essayer de dialoguer. Ça également, ça s'est fait à la République dominicaine, mais à la fin, on n'a pas avancé, rien s'est passé. Et l'élément clé va être la rentrée de ces médicaments et les passages de ces médicaments, des convois humanitaires, et voir comment vont réagir les militaires qui gardent les frontières et comment ils vont se comporter s'ils vont voir qu'il y a des civils qui vont les chercher. Et c'est des personnes, même probablement des membres de sa famille, ont besoin de ces traitements. Et c'est là où tout peut basculer. Nous souhaitons de tout cœur que ça soit pas violent. On manque pas seulement de médicaments, mais de produits de première nécessité. Effectivement, vous avez raison donc, aussi. Il y a également ceux qui sont près de la frontière colombienne peuvent se ravitailler en passant la frontière et en revenant, bien sûr. Donc il doit y avoir quand même des possibilités de passage. Mais pour des convois qui viennent avec l'étiquette États-Unis ou autre, ce sera plus difficile. Oui, mais j'entends ce que vous dites, mais je pense que l'heure, c'est de laisser, si vous permettez, les idéologies et de laisser parler l'humanitaire. Lorsqu'il y a une crise, il faut pas regarder d'où viennent les sous, parce qu'il faut dire que, en même temps qu'on va dire ça, il faut dire que le premier partenaire du Venezuela, c'est l'Amérique. Jusqu'au présent. Et oui, et donc, j'entends ce que vous dites, vous avez raison. C'est le premier acheteur de pétrole. Effectivement. Donc, jusqu'à janvier de cette année. Voilà, jusqu'au moment où il y a eu le blocus. Il y a également la Chine, l'Inde. Ouais.
Ouais, la Russie également, qui sont les autres acheteurs importants. Mais peut-être là, il faut parler de ça. De toute façon, le monde va regarder et est en train de... C'est ce qui est intéressant et espérons que ce soit que ça qui va arriver. Je pense que c'est ça. Donc, une issue négociée serait évidemment à souhaiter. Et dernièrement, dans le monde, un chercheur faisait remarquer que l'influence de Cuba pourrait être très importante et qu'il faudrait convaincre les castristes d'intervenir justement pour que Nicolás Maduro comprenne qu'il faut négocier. Oui, bon, les Cubains sont impliqués, même on parle des milliers de ces personnes-là, parce qu'il y a des liens étroits avant avec Chavez et après avec Maduro, donc les Cubains sont présents. C'est ce qui est étonnant, c'est le silence ces derniers temps, parce qu'on n'a plus pas entendu des 70 000 Cubains voilà, il y a eu des médecins qui sont venus, mais également des assesseurs en toutes sortes. Tous les notaires, les enregistrateurs publics, dans des charges très importantes, sont tous cubains. Enfin, il y a eu aussi... un appel d'intellectuels sur Mediapart, justement, appelant à la négociation. Beaucoup de personnes en ce moment œuvrent pour cela. Alors, vous avez porté donc une deuxième musique. De quoi s'agit-il? Alors, c'est un morceau qui a été écrit par un compositeur assez connu, Simon Diaz, qui est un morceau très joli, qui s'appelle Caballo Viejo, le vieux cheval. Écoutons. El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece, el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece, el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana, no le hace caso a falseta y no le obedece al freno, ni lo paran falsa rienda. Donc, je vous redonne la parole, bien sûr, pour que vous puissiez annoncer vos projets. Alors là, dans l'immédiat, on aura le 25 mai prochain, on va organiser une réunion avec les différentes associations qui sont en Europe. Donc il y aura du monde de l'Espagne, Belgique, associations vénézuéliennes qui œuvrent dans ces pays. Et on va faire une réunion ici en France, à Montpellier. Toutes ces informations et bien d'autres, les gens peuvent l'obtenir, nous suivre, nous contacter. Il y a sur deux manières. Il y a le site Facebook, la page Facebook. Il suffit simplement de taper Watuna, Venezuela et Compagnons. Watuna, donc W-A-T-U-N-N-A, Venezuela et Compagnons. Et également, nous avons un site web de la même manière, Watuna, Venezuela et Compagnons. .com où les gens peuvent regarder toute notre activité, nous contacter, dialoguer avec nous. Donc, ils sont bienvenus. Vous avez aussi un téléphone? Oui, c'est le 07 82 57 01 90. Eh bien, merci à tous les deux. Je continue avec le calendrier de cette semaine et les jours suivants.
Alors tout d'abord, je rappelle que la Maison des Tiers-Mondes et de la Solidarité Internationale organise un loto le dimanche 17 février à 15 heures à la salle Guillaume de Nogaret, espace Pitot, et que ce loto, bien sûr, comportera de très nombreux lots, un téléviseur, une trancheuse électrique à jambon, des petits électroménagers, des places de spectacle, des bons d'achat, des jambons, des paniers garnis. Il y aura 15 skins, dont une spéciale enfant. Alors, la vente de cartons se fait à partir de 14h30 et le tirage commencera à 15h. Un carton vaudra 3 €, 4 cartons 10 € et 8 cartons 15 €. Donc, retenez votre dimanche 17 février à 15 heures à la salle Guillaume de Nogaret. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ils pourront se présenter en disant qu'ils ont écouté l'annonce sur FM+, et il leur sera offert un café. Déjà, la présidente de la Maison des Tiers-Mondes l'a annoncé lundi dernier. Ce lundi, donc, 11 février, à 18 heures, au Faubourg Route de Nîmes, a lieu la réunion Alternativa pour préparer l'événement annuel sur le climat. Mardi 12 février, à 18 heures, à la salle de la Gerbe, 19 rue Chaptal, à Montpellier, a lieu une projection débat autour du film Ouvrir la voie. C'est un documentaire afroféministe écrit et réalisé par Amandine Gay. Il est de 2017 et il se déroulera en présence de Néla Paye, contributrice au documentaire, militante agroféministe antiraciste, membre du collectif Maman toutes égales. L'entrée est libre et c'est organisé par Iskra Méditerranée Université Cité des Savoirs, Univers Cité des Savoirs Impliqués, dans le cadre de son cycle Laïcité. Et puis je rappelle que vendredi 15 février de 8h30 à 17h30 à Montpellier Supagro, 2 places Pierre Viala, à l'amphi Philippe Lamour, a lieu le 8e colloque international Manger le vivant, les microbes du sol au ventre. L'entrée est libre. L'inscription et le programme sont sur www.cherunesco-adm.com. Il faut s'inscrire obligatoirement. On va traiter entre microbes utiles et microbes plaisir dans le secret des aliments fermentés, notamment. Cette journée cherchera à rendre visible l'invisible. Et il y aura un stand de la Maison des Tiers-Mondes et de la Solidarité Internationale et du Centre Documentation Tiers-Monde. Alors, inscrivez-vous vite si ce n'est déjà fait. Enfin, samedi 16 février à 20h, à la salle Eugène Dubois, avenue des Cévennes, à Saint-Vincent de Barbérargues, a lieu le concert du groupe musical Max et les Minis Mervelous Quartet, qui est composé d'un guitariste Yves, de 3 chanteuses Véronique, Marianne et Annie-Laure. Ce concert a lieu au profit de la commune de Sara, au Burkina Faso, pour venir en aide aux sinistrés des inondations. L'entrée est de 10 €. Les moins de 12 ans peuvent entrer gratuitement. Une boisson sera offerte à l'entracte et c'est organisé par l'association Sarah. Enfin, j'annonce déjà que lundi 18 février a lieu à l'hôtel du département de l'Hérault, salle Pierre-Masse, à 14h30, une première réunion du comité héroltais de préparation du mois de l'économie sociale et solidaire. Ce sera une réflexion sur l'organisation éventuelle d'une manifestation collective d'envergure départementale. Donc vous pouvez contacter
la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire pour avoir des renseignements sur cette réunion. Et puis, je dois faire aussi un appel de la part de Enfants du Mékong qui prépare le dimanche 17 mars prochain la rando VTT solidaire dans les bois de Clapier et a besoin, bien sûr, de 25 à 30 bénévoles pour l'organisation de cette course. Donc, on peut les contacter au 06 60 12 58 02. À bientôt, chers auditeurs.